Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au bonheur des livres. C'est notre émission hebdomadaire qui a pour but très simplement de vous donner envie de lire des livres, mais aussi de découvrir ou de mieux connaître leurs auteurs. Aujourd'hui, ces deux auteurs aiment l'un et l'autre la littérature, la philosophie. Ils se sont nourris de leurs lectures favorites depuis toujours, de leurs grands modèles, de leurs grands maîtres en littérature, pour nous faire partager leur goût et leurs réflexions sur cette culture, bien, au fond, qui est notre socle à tous, qui nous est commune et que nous aimons. Alors, ils sont de deux générations bien différentes, et leurs livres, j'allais le dire, mais ça, ils vont nous le confirmer ou pas, en tout cas, à mon sens, sont de tonalités différentes, graves chez l'une, je dirais, plus légères chez l'autre. Évidemment, ils vont nous dire s'ils sont d'accord avec cette analyse. D'abord, Charlotte Casiraghi, qui publie, j'allais dire, un premier livre seul, qui s'appelle La Fêlure, chez Julliard. Bonsoir, Charlotte Casiraghi. Merci beaucoup de venir nous voir. Et puis Frédéric Fernet, qui nous propose un petit traité du vent à l'usage des moineaux qui adorent les miettes. Déjà, dans le titre, on est plus léger, je dirais, chez Albin Michel. Merci donc à tous les deux. Et vous pouvez bien sûr intervenir au cours de la conversation quand vous le souhaitez. On va replonger donc, grâce à vous, dans les œuvres que nous avons aimées, au fond, tous, parce que c'est un socle commun. Et on retrouve bien des choses qui nous ont plu dans notre enfant, dès l'enfance. Et c'est à la fois très agréable et très instructif. Charlotte Casiraghi, vous avez fait des études de lettres et de philosophie. Vous avez notamment fait la rencontre d'un professeur de philosophie, Robert Maggiori, qu'on connaît bien parce qu'il était journaliste. Il est journaliste aussi, et que moi j'aimais beaucoup. Vous avez d'ailleurs écrit avec lui, déjà. Et vous aviez fondé en 2015 les rencontres philosophiques de Monaco. Et puis vous avez aussi dirigé les rendez-vous littéraires de la rue Cambon, sous l'égide de la marque Chanel. Alors voici donc Les Fêlures. C'est votre, je le disais, premier livre seul. Vous creusez des textes, leurs auteurs, dont les fêlures, soit donc dans les œuvres, soit chez ces auteurs, vous inspirent, vous correspondent sans doute aux vôtres et peut-être aux nôtres. C'est un livre, je le disais, très fouillé, très personnel aussi. Il y a une introduction, j'allais dire, particulièrement littéraire et soignée. D'abord, dites-nous comment vous êtes consacré à cette écriture, pourquoi vous êtes attaché à ce travail-là. Et est-ce que ça a été un long travail? Je l'imagine, mais... Oui, alors c'est vrai que c'est un livre que je portais sans doute en moi depuis longtemps. Et il a fallu me libérer d'une écriture un peu scolaire, un peu académique, Oui. en ayant fait des études de philosophie. Et voilà, je n'arrivais pas à trouver la forme plus libre que je cherchais quelque part. Donc ça a mis du temps. Puis une fois que je me suis lancée dans l'écriture, ça a pris 1 an à peu près. Et je tournais autour du thème de la fragilité, de la fêlure. Mais c'est la rencontre avec ce texte de Fitzgerald qui a resserré mon livre autour de cette question. Oui, qui est un peu mis en exergue, qui est un peu le point de départ de votre réflexion. Donc je précise bien que c'est La Fêlure, le titre de ce livre. S'il y a eu une petite ambiguïté dans ma voix, je le reprécise. Avant d'aborder dans le détail ce livre, dites-nous ce qui vous a transmis, vous, dans l'enfance, ou très tôt, ou un peu plus tard, ce goût de la littérature. Est-ce que vous avez eu des mentors qui vous ont servi d'introduction à cette culture-là? Oui, alors je crois qu'un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est L'être un jeune poète de Rilke, qui était voilà, une lecture que j'ai dû faire vers l'âge de 13 ans, et où j'ai vraiment eu ce sentiment par la forme épistolaire que le poète Rilke s'adressait à moi, et cette idée d'entrer en conversation avec les auteurs, cette idée de conversation qui traverse le temps. Et il y a des moments de rencontres propices, et ce livre-là, voilà, m'avait beaucoup marqué. Puis après, il y en a eu tant d'autres. Et d'ailleurs, on retrouve de nombreux poètes que vous citez, et d'ailleurs vous aussi, Frédéric Fernet, notamment de la poésie russe, qui nous est très chère. D'ailleurs, je pense à nous tous. Je disais un mentor, mais je ne pensais pas forcément à des auteurs, mais des gens que vous avez croisés dans votre vie, qui vous ont aussi incité à lire ou à découvrir cette littérature. Alors, je pense que les professeurs Oui. jouent un grand rôle. J'ai eu un grand professeur de philosophie en terminale, mais J'ai cité. voilà, et j'ai eu des professeurs de littérature, de français, de lettres aussi, merveilleux, qui m'ont fait rentrer dans cette
passion de la lecture et même des œuvres qui étaient au programme, qui ont pu voilà, être très importantes. Oui. Je pense à Nadja d'André Breton, à Un roi sans divertissement de Giono, qui était au programme. Qui aurait pu être butant parfois pour certains Oui, élèves. et Mais puis un professeur un jour vous fait entrer dans un livre. Et je crois que la clé, c'est à ce qu'on sente que c'est la chose, à ce moment-là, la plus importante du monde. Et que cette solennité, cette passion qui peut être mise dans la transmission, finalement, peut provoquer des grandes rencontres. c'est une chance, Frédéric Fernet, de tomber sur des professeurs qui vous inspirent. Je crois que c'est assez... Je ne suis pas sûre que ce soit très, très courant. Je sais pas si on... J'ai beaucoup aimé votre livre. En plus, je vous ai lu sans savoir qui vous étiez. Donc sans a priori ni favorable ni défavorable. Et dès la première phrase, encore quelqu'un a aimé. Oui. Vous vous souvenez de cette phrase? Oui. Qui est la phrase que vous citez d'une dame qui devient grand-mère et Oui. qui s'enchante d'avoir son premier petit enfant. Encore quelqu'un a aimé. Ensuite, toute une litanie d'auteurs. Alors, je ne sais pas si on aura le temps Bien d'en sûr, parler. on va en Colette, Tsvetaeva, Oui. Fitzgerald, Balzac. Ce que vous Colette, écrivez sur oui. Balzac est magnifique, sur la maternité chez Balzac. Cet homme qui n'a jamais été marié, enfin, Il faut dire qu'il insensé. écrit une très jolie nouvelle Il y a que un vous citez. très, bien très sûr. beau chapitre sur Balzac. Sioran, Colette. Les mêmes que moi, Oui, quoi. il y a C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est pas vraiment, possible, si, c'est un jumeau, quoi. Fernet, c'est pour ça qu'on a souhaité vous recevoir ensemble. Ah oui, il y a vraiment des ponts. Est-ce que Charlotte Casiraghi, on peut dire que cette écriture à laquelle vous vous êtes attelée, c'est pas la première fois, mais là c'était seule, donc face à cette page blanche, est-ce qu'elle vous a, j'allais dire, ancré davantage alors que nous vivons tous? Et j'allais dire vous beaucoup, puisque vous avez été très exposé, il y a des images de vous, des photos, etc. Est-ce que au fond, ça n'a pas été aussi un moyen de s'ancrer dans quelque chose de plus réel ou de plus profond, de moins lisse? Je crois que l'ancrage dans la littérature, dans les textes, dans la philosophie, il est là depuis très longtemps. Oui. Et j'ai pu m'ancrer grâce à ça et ne pas peut-être me laisser happer par la séduction des images en revenant toujours... Voilà, n'est pas facile, c'est notre monde. Hein, Exactement. Après, ce qui a été particulier, c'est qu'au départ, l'envie d'écrire ce livre n'était pas là pour dire voilà, je vais vous parler de mon rapport avec l'image, avec la notoriété, mais en fait, en cours d'écriture, ça m'a encombré, cette question. Ah. C'est-à-dire que normalement, dans ma vie de tous les jours, c'est pas quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Et c'est en écrivant que je me suis rendu compte que écrire un livre, c'est faire entendre sa voix aussi dans un espace public. C'est pas la même chose qu'une photo qui reste silencieuse où toutes les projections sont possibles. Et du coup, quand on fait entendre sa voix, il y a quand même quelque chose qui expose autrement. Donc au départ, c'est pas forcément un ancrage, c'est aussi une inquiétude de comment va-t-on recevoir. Pas forcément plus confortable. Voilà. Oui. Et que du coup, je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce qu'on va me renvoyer à cette image, à ce décalage entre ce qu'on perçoit de moi et ce que j'ai à dire ou à écrire? Et donc, j'ai voulu en parler au début pour c'est ce que je libérer. On a l'impression que vous évacuez. Allez, maintenant, parlons des choses sérieuses. C'est une jolie introduction, je trouve, très personnelle et très intime. Très intime et vraiment écrite, très bien écrite. Il y a évidemment, et ce qui domine le livre, encore une fois, qui s'appelle La Fêlure, et c'est au fond tout ce que vous portez en vous, et peut-être ce qui nous correspond aussi. Vous dites tout de suite, quelque chose est cassé, tant mieux. Et au fond, et pour citer principalement un de vos tuteurs, Gilles Deleuze, la fêlure est considérée dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous citez, comme une ligne de fuite créatrice. Ça, je le cite lui. Mais c'est ça que vous nous dites au fond. Tous ces auteurs qui ont été blessés eux-mêmes ou dont les personnages ont cette fêlure, eh bien ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose de positif. Oui. Et peut-être dans notre vie à nous aussi. Oui, alors pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette ligne de fuite créatrice, c'est que, par exemple, si vous prenez une histoire dans un roman ou un grand film,
si on raconte la vie de quelqu'un qui va très bien ou tout va très bien, ça ne produit pas de dramaturgie. Et donc, quelque part, la fêlure, c'est aussi la dramaturgie de nos vies. C'est ce qui vient rejouer sans cesse l'équilibre, ce qui vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes et parfois peut nous entraîner aussi vers la chute. Donc, il y a un risque. Il y a une chance aussi et qu'on peut saisir cette chance à partir de ce qui tremble, à partir de ce qui ne tient pas tout à fait droit, d'inventer quelque chose qui permet de tenir. Et les livres, ou en tout cas quand on creuse un petit peu beaucoup d'auteurs, on se rend compte que en dessous, il y a une fêlure, il y a quelque chose qui est cassé et qui va forcer l'artiste ou l'auteur à... Vous me faites penser à une chanson de Leonard Cohen qui dit il y a toujours une faille, c'est par où entre la lumière. Exactement. C'est par où Par où entre la lumière. Oui, voilà. Et c'est que la brèche, on dit ouvrir une brèche, c'est que ça ouvre quelque chose qui va nous mettre en marche, va nous donner envie de chercher, de comprendre, de sublimer. Donc c'est un exemple, voilà, à travers tous ces portraits, pour voir qu'on peut saisir aussi cette chance. Frédéric a parlé de Balzac, il y a Colette aussi qui, dans La Vagabonde, va transformer sa douleur de vieillir en autre chose. C'est ça, vous nous montrez, vous nous parlez de ces auteurs comme des exemples de... résilience, c'est pas le bon mot, mais... C'est de dépassement de soi. Et alors parfois, dans le dépassement, on peut aussi s'anéantir. Il y a des exemples aussi d'auteurs qui ont été au bout de leur fêlure, qui ont écrit avec ce qui était cassé et qui ont aussi sombré. Donc il faut aussi avoir conscience des deux. C'est-à-dire que la créativité parfois n'empêche pas l'autodestruction parce que certains avaient accès à une immense créativité, mais ça n'a pas toujours permis de faire que les choses tiennent ensemble. Donc il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette, mais que quelque part... c'est pas une règle absolue, évidemment. C'est pas parce qu'on on dépasse forcément sa souffrance. Bien sûr. Mais par exemple, ne sauve rien. Non. Elle répare, au mieux, elle répare, elle restaure un peu. Nous sauver, nous, lecteurs. Oui, mais on peut aussi, par exemple, il y a un auteur dont je parle, je consacre un chapitre à Pavese, qui est un immense auteur italien, qui a écrit Le métier de vivre alors qu'il s'est suicidé. Et Le métier de vivre est un livre magnifique et qui contient des trésors de sensibilité, des éblouissements, et qui peut nous aider à vivre, même si lui, par ailleurs, n'a pas réussi. Donc voilà, ça ne veut pas dire que un auteur, même s'il peut avoir été pris par les démons de l'autodestruction, c'est quand même là pour nous ouvrir le regard. Voilà, et ça nous construit aussi. Alors, vous parlez évidemment de vos épreuves personnelles, on a parlé de la maternité, il y a aussi la mort de votre père, il y a un auteur que vous aimez beaucoup, Anne Dufourmentel, qui a eu cet accident terrible, on va y revenir. Donc tout ça, tout ce livre est parsemé de notations personnelles et puis bien sûr de ces auteurs que vous aimez en commun et que nous aimons d'ailleurs en commun. Frédéric Fernet, je précise que vous êtes journaliste, écrivain, agrégé d'anglais d'ailleurs. Vous avez dirigé les pages culture de très nombreux journaux, animé des émissions littéraires. Vous avez d'ailleurs écrit en 2022 L'amour de la lecture, donc on ne peut pas vous soupçonner de ne pas aimer ça. Alors voici donc ce petit traité du vent à l'usage des moineaux qui adorent les miettes. Alors d'abord, expliquez-nous ce titre. Nous sommes les moineaux, nous sommes les... En fait, ce livre, c'est une sorte de journal dont j'aurais arraché la chronologie, dont j'aurais effacé la chronologie, en fait. Donc les miettes, c'est des miettes de sensations, de pensées, de souvenirs, voilà, que j'égrène. Je l'ai écrit tous les jours, comme ça m'a pris 2 ans quand même. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, mon mantra, c'est qu'en gros, aimer, c'est apprendre à lire, et que lire, c'est apprendre à aimer, donc à vivre. En même temps, la littérature, comme on le disait, ne sauve pas. Je veux dire, cette émission s'appelle Au bonheur des livres. Je ne suis pas sûr que les livres apportent le bonheur. En revanche, ça peut être des plaisirs momentanés. Déjà, c'est pas mal. En revanche, je pense que la littérature, c'est comme un voile. Ça voile et ça dévoile le réel. Le réel est
insaisissable. C'est grâce à la littérature qu'on arrive à comprendre. Je veux dire, on est soumis à des injonctions, des lois, des protocoles qui commandent nos vies, parfois notre corps défendant. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à vivre. C'est ça qui fait que la douleur surmontée. Moi, dans votre livre, ce que j'ai ressenti, c'est la douleur surmontée. Elle est là, mais on combat. Le meilleur exemple, c'est Colette, effectivement. Le chapitre sur Colette est formidable. Très intéressant, sur la vagabonde. Voilà. Ce livre où c'est le premier qu'elle signe de son nom, je crois. Bon. Là, elle surmonte toutes ces mais j'adore cette phrase de George Sand à Flaubert dans une lettre. Elle lui dit « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera ». Et en même temps, une autre phrase, on pourrait la mettre en balance, c'est la phrase de Nietzsche qui dit la vérité est laide, nous avons l'art pour qu'elle ne nous tue pas. Oui. Donc on est entre... Voilà. Mais on a le sentiment, parce qu'on parlait... C'est pas le bonheur. Oui. C'est peut-être ce qui est à la place du bonheur, comme dirait... J'ai quand même le sentiment, Frédéric Fernet, que votre vision, elle est plus... Enfin, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, elle est plus axée sur le plaisir ou la jouissance, entre guillemets, que cette réflexion, pas doloriste, je ne dis pas de Charlotte Casiraghi, mais tout de même d'aller vers les souffrances et des personnages et des auteurs. Je dirais que je suis plus dilettante, diletto, le plaisir en italien, c'est vrai, vous avez raison. Je suis plus... cette déplorable légèreté française, au fond, j'aime ça. Je veux dire, le Prince de Ligne. Même Montaigne, la légèreté de Montaigne. C'est Saint-Simon, votre grand... Saint-Simon, voilà. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes références. Le scandale. On a le thème du scandale, on le retrouve aussi. Alors après, chez Fitzgerald, il y a l'idée de légèreté. Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est la légèreté et de la légère mélancolie aussi qui est là. Et Elisabeth von Arnim, dont je parle dans le livre, elle, c'est le décalage ironique, c'est une forme de légèreté, de pirouette aussi, qui permet de supporter le tragique. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'opposer les deux, parce que dans votre livre aussi, il y a cette demi-teinte entre... et que le plaisir, la joie, émerge toujours un peu sur un fond d'angoisse ou de mélancolie, et c'est ça qui la rend plus forte aussi, et que dans la lecture, je trouve qu'il y a ce plaisir parfois qu'on peut éprouver, ou de pouvoir justement supporter ce tragique avec des mots magnifiques, et donc là, ça donne du plaisir. Oui. Vous parlez de Fitzgerald, on pourrait prendre l'exemple de Stendhal. Stendhal a passé sa vie à tomber amoureux de dames qui ne l'aimaient pas. Et en même temps, lire Stendhal, c'est une école de vie. Enfin, pour moi, c'est un maître c'est une école de vérité, une école de vie. Et j'adore sa devise qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le journal, SFCT, se foutre de tout le reste. Tout ce qui compte, c'est d'aimer, tant pis. Voilà, je veux dire, l'ambition, c'est de... Non pas de... Il se moque de ce que pensent les vous savez, sa mort va faire 3 lignes dans le journal, parce qu'il est mort dans la rue, quoi. Et je veux dire, le succès de Stendhal, c'est complètement posthume. Il a construit sa vie sur une idée de la littérature qui était totalement folle. Et cette force-là, c'est extraordinaire. Et ça nous reste, évidemment, et ça nous nourrit, nous. Je précise que vous aimez pas uniquement, effectivement, la légèreté des mémoires, etc. Vous parlez beaucoup de la poésie russe, on en a parlé tout à l'heure. Oui, Tsvetaeva notamment. Tsvetaeva, Charlotte, c'est plutôt Anna Akhmatova. Bien sûr Pasternak qui était leur ami, Rilke avec lequel elle correspondait, etc. Là, on est dans la souffrance. Enfin, elles sont... Oui, et puis il y a un décalage. Je veux dire, la phrase de Pasternak dans un poème, il dit « Les amis, dehors, c'est quel siècle ?» Et est-ce que c'est une pause? Non, c'est une naïveté. Frédéric, il va toujours chercher une citation un peu légère, quand même. Hein. Mais la vie est tellement déjà pesante, lourde. Je veux dire, lire pour Au théâtre, c'est pareil. Moi, j'étais critique de théâtre pendant de longues années de ma vie. Voilà, moi, je crois que l'art, ça doit non pas embellir la vie, mais la rendre plus désirable. Plus légère, peut-être pas, mais plus désirable. Peut-être pas plus belle, encore que. Mais au moins plus désirable. Oui, et même la souffrance, quand on lit un livre qui nous rend triste, peut, comme disait Charlotte Casiraghi, nous élever aussi. Absolument. Et au fond, nous donner un peu de bonheur. Enfin, oui, et puis c'est jamais l'un ou l'autre. C'est-à-dire que même dans les livres qui parlent... C'est mélangé. voilà, je pense à
à plusieurs livres que je cite dans la Fêlure, où il y a toujours ce mélange entre la joie et l'angoisse, entre l'amour et la mélancolie, où les choses sont imbriquées les unes dans les autres et c'est jamais pur. Et que voilà, il y a et même chez une poétesse comme Anna Akhmatova, qui a quand même traversé le tragique, tout le tragique du XXe siècle, il y a quand même des éclats de lumière, même dans la plus sombre des noirceurs, et que même on peut vibrer juste pour un tout petit éclat qui va être encore plus magique, parce qu'il est détaché sur un fond plus sombre, en fait. Et le plus bel exemple, c'est Molière. Molière ne cesse de gémir, d'être malheureux, d'être triste, d'être en... Oui, et je veux dire, il s'esclave. Enfin, il a fait des comédies. Je veux dire, c'est quand même le... Voilà, il faut pouvoir... Il rit des turpitudes d'une société, et de l'homme, et de... Bien sûr, on a un peu de mal aujourd'hui, quand même, à sourire, à rire même, le rire. Plus, oui. Si vous regardez la production vous citez actuelle... quand même des auteurs vivants. Ah oui, il y a quelques vivants. Pour moi, ils sont vivants, les autres. Ils ne sont pas morts. Aussi, vous ne citez pas l'un et l'autre. Je parle de Racine au présent. Moi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je précise que vous êtes un peu féroce parfois, enfin, je dois dire. Par exemple, je sais ce que vous allez me dire. Non, il y a Genet, il y a Julien Gracq, enfin... Chateaubriand. Oui, peut-être, mais moi, comme ce sont des auteurs que j'aime particulièrement, Genet, je ne l'aime pas, mais il m'émeut par la rage qu'il met à vivre et à écrire. Parce que sa vie est émouvante, évidemment. Non, mais sa poésie est bouleversante, son théâtre est incroyable, mais j'ai du mal à être fan. Je veux dire, je m'en excuse, je n'arrive pas à être... Voilà. C'est une affaire de goût et de dégoût. Oui. Et Julien Gracq, il y a de l'attirance aussi là où il y a de la répulsion. Absolument, c'est toujours ambivalent. Oui, voilà, effectivement. Julien Gracq, il n'aime pas l'Italie, ça vous plaît pas beaucoup. Non, il dit des choses insensées sur l'Italie. Il dit Rome, c'est le boulevard des Ternes avec les arènes de Lutèce. Oui. Mais là, c'est faire fi de ses magnifiques livres et de sa poésie merveilleuse. Je trouve que c'est un auteur froid. Ah oui. C'est un auteur. Je le compare à Stendhal. Enfin, Stendhal, c'est un géographe. Oui, c'est un géographe. C'est souvent quand même une leçon de géographie. C'est un auteur froid, sans femme. Il n'y a pas de femme chez Julien Gracq. Non. Le féminin est quand même très... Non, c'est vrai, vous avez raison, je suis un peu... Voilà. Est-ce qu'on peut alors... est-ce qu'il y a eu... je posais cette question tout à l'heure à Charlotte. Est-ce que vous avez été influencé, j'allais dire très jeune, amené à la lecture par... oui, la réponse, elle est immédiate. C'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je lis ça vers 12 ans, 13 ans. Et je me dis, ça, on a ça en commun. Oui, moi je l'ai lu. Et je me dis, mais c'est pas... Alors du coup, après, j'ai lu plein d'autres... J'arrivais pas à lire d'autres livres, parce que je ne retrouvais pas cette proximité. J'avais l'impression que Julien Sorel, c'était moi, quoi. Donc il y a eu une période où j'ai plutôt fait du foot, et je n'étais pas tellement assidu à la lecture. Puis c'est revenu plus tard, en première, en terminale. Mais Stendhal, oui, Le Rouge et le Noir... Vous en parlez peu de Stendhal, vous? Oui, peu. Bon, après, c'est une extravagance considérable. Oui. Non, mais c'est peut-être... Mais après, c'est pas forcément... Parfois, on peut parler d'auteurs qui sont pas forcément nos favoris, mais qu'on explore aussi. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a une question on ne peut pas ne pas vous poser à l'un et à l'autre, et vous l'évoquez, Frédéric Fernet, la relation entre, j'allais dire, l'usage philosophique de la littérature et un usage littéraire de la philosophie. Oui. Parce qu'au fond, l'un et l'autre, vous évoluez entre ces deux... Les auteurs appartiennent à ces deux registres-là. Ces deux auteurs qui m'ont fait... Qu'est-ce que c'est Kafka et Borges. C'est littéraire et philosophique. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, l'ambivalence qui vous est chère, c'est mêlé, quoi. Je veux dire, Et moi, je pense que en France, on aime les philosophes quand ils sont écrivains. Je veux dire, et citer Deleuze, c'est un écrivain. Je veux dire, et on aime les écrivains quand ils sont un peu philosophes, quand ils pensent. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis d'accord. Non, mais après, c'est sûr que je pense à deux exemples. Moi, ça va être Pascal et Baudelaire. C'est-à-dire que Baudelaire est éminemment philosophique. Il y a des poèmes de Baudelaire qui pourraient donner lieu à des dissertations sur toutes les grandes passions humaines. Tout est là dans Les Fleurs du Mal. Et
Pascal, qui est Écriture. philosophe, écrit aussi C'est clair. avec un style éblouissant. Donc, c'est vrai qu'on on peut traverser les frontières. Peut-être sûr. aussi que tout écrivain français, peu ou prou, devient un moraliste. On a cette tradition-là. Enfin, je pense à Baudelaire. Baudelaire, il y a de la pensée dans Baudelaire et il y a de la littérature dans Pascal. Mais je veux dire, c'est indissociable. est-ce que Mais c'est aussi français, un ça regard pourrait- sur le monde, un regard sur les autres, un regard sur soi. C'est une école de soi. Mais est-ce que c'est pas l'apanage un peu de notre culture à nous, de nos traditions à nous? Je pense parce qu'on est issu un peu des Lumières et que C'est assez il y a cet français, je héritage-là, pense. je ne sais pas. Je pense que ce qui nous distingue de la littérature des auteurs anglo-saxons, c'est que les auteurs anglo-saxons considèrent que le monde est plus intéressant que soi. D'où cette littérature de voyage, enfin, pas que Robinson Crusoe, enfin, il y a vraiment une littérature le monde est plus intéressant que soi. Alors que nous, c'est une littérature qui est plus psychologique, plus tournée vers soi. Ça commence avec Montaigne quand même. Je suis moi-même la matière de mon livre. Ce qu'on appellera ensuite le misérable petit tas de secrets. On est quand même très tourné vers soi, pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai Et on en que tire lire des un roman leçons américain, générales. ça donne un grand coup d'air frais quand même. Je sais pas, vous ressentez quoi Qu'est-ce que vous ressentez? Même Fitzgerald, qui est un urbain, qui est un on respire. Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée de prendre le large, Oui, ça. Plus que de chez nous. quitter son territoire, de voilà, territorialiser, de, on dirait Deleuze. de tenter l'aventure. Oui, C'est Oui, vrai. exactement. Oui. L'aventure. Qui est peut-être moins présent, en tout cas, qui est Oui. plus fort dans la littérature américaine, par exemple, ou anglo-saxonne, où il y a cette idée du grand départ. Oui, les parce grands que auteurs, peut-être les leurs grands autres- auteurs américains Et classiques, puis ils leur- sont bûcherons, marins. Leur pays a été fondé comme vendeurs ça de peau- aussi, de peau plus de lapin. récemment. C'est une conquête permanente, c'est Voilà. pas la même chose. Il faut toujours aller ailleurs. Chez nous, ils pour- sont archevêques, ils sont archevêques, professeurs ou diplomates. C'est ça. J'exagère, je Ou en tout cas, caricature. il y a une introspection peut-être plus grande. Oui, il y a peut-être un intérêt pour la psychologie ou l'âme humaine plus grande. C'est Oui. une analyse plus fine, peut-être de l'être humain. Oui, après, il y a plein d'exemples Il y a des contre-exemples. des bien sûr. contre-exemples Oui, aussi. enfin, donc- bien sûr, oui. Enfin, vous avez fait des études de philosophie, Charlotte Casiraghi. C'était Oui. plutôt ça vers lequel vous vous destiniez. Oui, et c'est vrai qu'en cours de route, je me rendais compte que quand je passais des examens ou je rendais des mémoires, on me faisait souvent la réflexion que j'avais envie de faire des portraits de philosophes. Oui. Il y avait cette tentation littéraire qui se battait en duel avec l'écriture conceptuelle. Et du coup, voilà, je danse entre les deux. Je comprends tout à fait. On peut J'ai eu le même comprendre. souci. Oui, voilà. Est-ce que vous écrivez facilement? Enfin, on a parlé de ce qui a provoqué l'écriture, mais est-ce que je veux dire se mettre à sa table, etc. Est-ce que c'est un effort pour vous? Enfin, C'est un travail. un travail. Régulier. Ça dépend avec- des jours. Il y a des jours, on se dit bon, c'est bon, acheter au cabinet, et puis des jours, voilà. Moi, je pense que le soir est créatif, le matin, c'est voilà, on déchire plus, on corrige. Mais c'est un travail. Ça peut être douloureux, mais on est encore dans l'ambivalence. C'est comme se gratter un bobo, ça fait du bien en même temps. Et vous, Charlotte? C'est un travail, oui. Oui, c'est un travail. Après, c'est pas toujours très confortable d'écrire. Et je dirais que moi, le sentiment le plus étrange, c'est d'avoir l'impression que je ne travaille pas quand j'écris. Que ça foule, que Ah ça oui. coule, que ça... Non, Mais que ce n'est pas un justement... travail. Ouais, enfin, il y a un truc où je peux passer du temps à écrire, à réécrire, avoir l'impression que ça avance pas, que j'ai rien fait, et je n'arrive pas à me rendre compte que j'ai vraiment fait quelque chose. C'est au bout du compte, à la fin, une fois que le livre est là, je me dis waouh, j'ai fait tout ça. Mais du coup, j'ai tout le temps l'impression de papillonner, d'être dans mes pensées, de tâtonner, et que c'est pas voilà, je me dis, les gens qui à ce moment-là vont au bureau, font des trucs voilà, très Oui, parce que là, en cadrés. l'occurrence, c'est peut-être pas... Parce que c'est pas un récit qui a un début, un milieu, une fin, aussi, ce que vous nous proposez, d'ailleurs, l'un et l'autre. Ouais. C'est peut-être plus des choses impressionnistes. Donc, on se dit qu'on papillonne ou qu'on va de l'un à l'autre. Ouais, Puis après, ça fait un tout. c'est ça.
Et ça fait ces 2 livres pour lesquels vous êtes venus nous voir. Merci infiniment à tous les deux d'être venus. Charlotte Casiraghi s'appelle La Fêlure, donc chez Julliard. Et puis alors vous, Frédéric Fernet, alors bon, il faut un petit traité du vent à l'usage... Petit traité du vent, allez, bon. À l'usage des moineaux qui adorent les miettes. Ça, chez Albin Michel, mais ce sont 2 sources d'inspiration pour aller puiser dans nos lectures de l'enfant, dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, voilà, c'est comme celle qui nous entoure. Alors pour nos coups de cœur aujourd'hui, peut-être plusieurs propositions, bien sûr. Les nouvelles traductions chez Flammarion d'une série de romans de Graham Greene, et ça, je crois qu'on peut toujours le proposer. Par exemple, Notre homme à la Havane et Un Américain très discret. Une bande dessinée aussi qu'on a bien aimée, qui s'appelle Barrio Negro, chez Dargaud, adaptée de Georges Simenon. Et puis pour ma part, mais comme nous avons 2 philosophes écrivains, Paul Audy, qu'on aime beaucoup, qui est un philosophe spécialiste de Rousseau, magnifique, qui a écrit beaucoup sur Romain Gary, également sur Mallarmé, Picasso, Camus, qui là, au fond, s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la peinture et qu'est-ce que c'est que la beauté, et quand le beau devient-il vrai. Voilà. Mais il a écrit aussi beaucoup sur notre littérature, bien sûr, bien que né au Liban, mais tout à fait français. Merci beaucoup à tous les deux, merci infiniment. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de notre émission Au Bonheur des Livres. À vite.